J'ai pour habitude de lire un gros roman russe chaque hiver, c'est mon gros russe pour l'hiver, si vous avez vu la vidéo. Mais cette année, j'ai décidé de faire les choses un peu différemment et de lire des livres courts, histoire de découvrir plusieurs auteurs en une fois. Alors, je suis restée sur des bons gros classiques du 19e, les auteurs canoniques de l'âge d'or russe. J'en ai profité pour retrouver des chouchous, et puis pour lire mon premier Dostoïevski. Moujik, bal, administration, amour torturé, mort sont au programme. Est-ce qu'on n'est pas bien chez les Russes? Si c'est également une littérature que vous appréciez, n'hésitez pas à vous abonner et puis à liker, booster et partager cette vidéo. On se retrouvera d'ailleurs en toute fin de vidéo pour une petite annonce, donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout si vous êtes curieux du projet de la chaîne. On va commencer par les lectures que j'ai bien aimées pour aller ensuite vers les extrêmes. Donc une énorme déception, et puis une lecture que j'ai absolument adorée, qui fait partie des meilleures que j'ai faites cette année et des meilleures que j'ai faites honnêtement depuis un moment. Le suspense est insoutenable, c'est parti. J'ai commencé l'année par 2 livres de Tolstoï, tous deux autour du diable. Écoutez, ça s'est présenté comme ça. Et le premier, c'est Ce qu'il faut de terre à l'homme. Donc c'est une nouvelle de Tolstoï que j'ai vraiment bien aimée. Elle est sous forme de conte, donc il y a un côté métaphorique, efficace, vous voyez c'est vraiment très court, et pourtant ça a un impact quand on le lit. Donc l'histoire se passe dans la campagne russe. Un paysan va clamer haut et fort que s'il avait assez de terre, il n'aurait peur de personne et pas même du diable. À partir de ce moment-là, le diable, qui a bien évidemment entendu les paroles de cet homme, se fait un devoir de lui donner une leçon. Donc on n'est pas sur une histoire avec un développement profond des personnages, un peu comme pour les contes, on est sur une intrigue qui dit quelque chose de l'homme en général, et qui nous pousse à réfléchir à notre propre comportement, à notre conduite au quotidien. Donc le plaisir vient de ce côté inéluctable, on sent qu'il va y avoir punition, mais on ne sait pas exactement comment, et on voit petit à petit le piège se refermer. Il y a ce petit suspense de « mais jusqu'où? Jusqu'à quand ?» et comment ça va finir. J'ai beaucoup aimé aussi parce qu'on est plongé dans cette société russe rurale, donc il y a un côté un peu exotique, folklorique qui est toujours amusant et qui en soi est aussi intéressant. On découvre ce qu'est la vie d'un paysan et aussi les enjeux liés à la terre, qui est donc une ressource essentielle pour s'élever dans la société. C'est une histoire dans laquelle il y a ce côté réaliste, mais aussi, comme on l'a dit, le conte, le diable, un côté surnaturel qui est assez cruel, mais qui est aussi séduisant à lire. En tant que lecteur, on voit le diable rire dans son coin, et puis on voit petit à petit cet homme courir à sa perte. J'ai notamment beaucoup aimé l'ironie de la fin, et c'est pas plombant, c'est pas fait de manière extrêmement moralisatrice. Il y a de la fantaisie, il y a un grain de folie qui est là, et qui pourtant dit quelque chose de l'homme et nous donne une leçon à laquelle réfléchir. Ça a été aussi adapté en BD, je ne sais plus par qui, mais c'était vraiment pas mal du tout, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil si vous voulez avoir une autre version de cette histoire. Donc pour résumer, pour moi c'est du grand Tolstoï dans un tout petit livre, et je vous le conseille fortement. Le deuxième livre de Tolstoï que j'ai lu est une nouvelle intitulée Le Diable. Alors, je vous ai dit qu'il y avait un thème. Ici, il n'est pas question du diable en tant que créature surnaturelle, mais comme tentation de la chair. Un jeune homme récupère en héritage la propriété à la campagne de son père, ainsi que ses dettes. Il s'y installe avec sa mère et essaie de remettre de l'ordre dans les affaires du domaine. Il y noue une relation charnelle avec une paysanne mariée, mais quand vient pour lui le moment de mettre fin à sa vie de célibataire et de trouver une femme, il constate qu'il va devoir faire un choix. Mais pourra-t-il se séparer d'elle? Encore une fois, on est sur un Tolstoï de fin de carrière, donc la dimension morale du texte est très présente. On sent que derrière le récit de ce dilemme, il y a une conclusion, un enseignement que le lecteur doit en tirer. Et c'est quelque chose que j'aime pas trop en général, parce que qui aime qu'on lui fasse la morale, sauf quand ça s'inscrit dans un genre précis comme la satire ou le conte, ce qui était le cas juste avant avec Ce qu'il faut de terre à l'homme. Là, ça ne s'annonce pas clairement d'entrée, donc j'avoue que j'ai été un peu surprise, j'étais dans mon histoire et puis je me suis dit ah oui d'accord, on est là pour un enseignement moral, c'est parti. Donc encore une fois, on n'est pas sur un récit qui va développer des personnages et des liens entre eux particulièrement précis, on est vraiment sur des types, des personnages qui incarnent des tendances de l'humanité. Donc c'est vrai que j'ai été un peu déçue pendant ma lecture, pour autant je trouve qu'une fois qu'on est rentré dedans et qu'on a compris où on mettait les pieds, ça se lit quand même vraiment très bien, et la fin, je trouve, est au niveau. Certes, la morale est un peu lourde, le personnage principal est très irritant, mais
Tolstoï sait raconter une histoire, c'est absolument indéniable. Il y a toujours ce narrateur-observateur amusé qui fait ses petites remarques dans son coin sur notamment les rapports que l'on entretient avec les autres, et ici en particulier avec sa belle-mère. Et il relève notamment tous ces dialogues que l'on peut avoir parfois avec les autres qui n'ont absolument aucun sens. Je vais vous lire un extrait dans lequel plusieurs personnages discutent. Il y a notre personnage principal, sa mère, sa belle-mère et sa femme. Lise partit en courant pour apporter de la crème bouillie. « Mais je n'en veux pas, je n'en veux pas !»« Pas si vite, Lise, » dit Marie Pavlovna. Ses mouvements rapides lui sont nuisibles. « Rien n'est dangereux si l'on a la paix de l'âme, » observa finement Varvara Alexeyevna, bien qu'elle sût que cette allusion n'avait aucun sens. Lise revint avec la crème. Eugène Ivanovitch écoutait en buvant son café d'un air sombre. Il était habitué aux conversations de ce genre, mais ce jour-là, il en ressentait l'ineptie d'une façon particulièrement aiguë. Et ça montre bien, je trouve, cette dynamique parfois de conversation que l'on peut avoir et qui est totalement absurde. Voilà, j'ai beaucoup ri et honnêtement, je trouve que pour ce genre de passage, ce livre vaut largement la peine d'être lu. C'est clairement pas le meilleur Tolstoï, mais même dans ces cas-là, il y a des moments de grâce. On passe à présent aux lectures qui m'ont provoqué des émotions extrêmes et je vous propose qu'on commence par ma découverte de Dostoïevski. Donc c'est un auteur que je n'avais encore jamais lu, parce qu'en soi je ne suis pas pressée de découvrir tout le monde, hein. Je pense que j'espère avoir encore quelques années devant moi, et puis j'étais très occupée à lire Tolstoï, pour être honnête, ça va faire hurler certaines personnes, mais c'est la réalité. Comme il a une réputation impressionnante, j'ai décidé d'entrer par un côté peut-être plus accessible et une œuvre qui fait l'unanimité. J'ai donc choisi Les Nuits Blanches. En effet, j'avais que des bons retours sur ce livre et ça me semblait une porte d'entrée un peu plus accueillante. Un jeune homme solitaire rencontre un soir une jeune femme qui est embêtée par un type. Il vient la sauver, ils se mettent à discuter. Ils vont chacun se raconter leur vie, mais la jeune femme le prévient, il ne doit en aucun cas tomber amoureux d'elle. On va donc être témoin de l'évolution de leur relation et des diverses révélations qui vont avoir lieu. Évidemment, tout ne va pas se passer exactement comme il a été promis au départ. Ça l'a pas fait, ça l'a pas fait du tout, je me suis heurtée aux méandres sentimentalo-existentiels du personnage, au moins dans un premier temps, et c'était difficile. J'avais vraiment du mal à rester dans ma lecture, j'avais juste envie de le secouer. Donc avant que vous posiez la question, j'ai essayé deux traductions parce que effectivement souvent les traditions russes sont vieillottes, c'est des livres qui sont pas retraduits, donc je me suis penchée sur la version plus récente, celle de Andrei Markovits chez Babel, et ça n'a pas été mieux. Voilà, donc Saint Markovits n'a pas sauvé la situation. En fait, je pense que ce début était trop sentimental pour moi, qu'il y avait comme un héritage romantique, mais sans les élans lyriques, ce qui perd beaucoup en intérêt. Ça allait mieux ensuite avec le récit de la jeune femme qui était beaucoup plus narratif et davantage ce à quoi je m'attendais en commençant le livre, mais c'était pas non plus extraordinaire. Je l'ai terminé, hein, je suis allée au bout, et pour tout vous dire, la conclusion me laisse vraiment perplexe quant au ton global de l'œuvre. C'est une nouvelle qui pourrait être satirique, méchante, absurde, mais qui semble toujours bien naïve. Donc je me suis demandé, est-ce que c'est le livre qui est niais ou est-ce que c'est simplement le personnage? Le côté ridicule et absurde du personnage de l'homme n'est pas traité avec humour ou distance, il y a plutôt, je trouve, de la part de l'auteur, une impression de connivence. C'est ce qui me fait dire que c'est plutôt le livre qui semble nier que uniquement le personnage. Dans tous les cas, pour moi, ça manquait vraiment d'aigreur et d'amertume. Est-ce que je suis passée à côté ou est-ce que je suis trop méchante pour ce genre de texte? Je ne sais pas. Voilà. Ça me questionne. Est-ce que ce livre est représentatif de l'œuvre de Dostoïevski et dans ce cas-là, il vaut mieux que je m'en tienne éloignée parce que je vais juste souffrir? Ou est-ce que celui-là est un peu particulier et il y a d'autres œuvres qui pourraient davantage me parler? Et dans ce cas-là, lesquelles? Voilà, lequel lire ensuite? Je m'en remets à vous. Donc mettez-moi en commentaire si vous avez des conseils sur le prochain Dostoïevski à lire ou si vous pensez que c'est mort. Le moment est venu de vous parler du livre qui m'a ébloui cet hiver et qui m'a aussi filé une bonne grosse crise existentielle. Mais bon, après tout, est-ce que c'est pas ça qu'on attend aussi de la littérature russe? Il s'agit du Journal d'un homme de trop de Ivan Tourgueniev. Il est question ici d'un homme qui a 30 ans et qui sait qu'il va mourir dans les prochaines semaines. Il est malade et le médecin lui a confié sa destinée. Il se met alors à contempler le printemps qui arrive et décide d'écrire un journal. Dans son journal, le personnage va rapidement concentrer son récit sur une anecdote, une aventure amoureuse qui lui est arrivée et qui est emblématique du reste de sa vie. Donc on est sur un homme banal, à la Ivan Ilitch dans La mort d'Ivan Ilitch,
dont on a parlé il n'y a pas longtemps dans une vidéo. Donc déjà, ça pose un parallèle assez facile avec sa propre vie, qui a été étendue par le fait que cette année, j'ai eu 30 ans, comme le narrateur, et que j'ai lu ce livre au mois de mars, sachant qu'il écrit son journal au mois de mars. Moi, j'appelle ça un hasard perturbant. C'est vraiment un texte qui est écrit comme un journal, hein. On a tous les codes avec des entrées, les dates, une petite description de la météo, la première personne, et puis des remarques métatextuelles sur le fait qu'il est en train d'écrire. Par exemple, il dit là il faut que je m'arrête, on continuera demain, j'ai faim, faut que j'aille manger. Bon, c'est mieux que ça, évidemment, mais c'est ce type de remarques-là. Ce qui a fait que j'ai vraiment adoré cette lecture, c'est notamment le ton qui est employé par le narrateur, qui dès le départ est intelligent, vif, incisif et sensible. Village de la Fontaine aux Moutons, 20 mars 1800. Le médecin vient de partir. Enfin, j'ai réussi à en tirer quelque chose. Malgré ses finasseries, il n'a pu s'empêcher de se trahir à la fin. Oui, je mourrai bientôt, très bientôt. Les rivières vont dégeler et moi je m'en irai, probablement avec la dernière neige au fil de l'eau. Où ? Dieu seul le sait. À la mer, moi aussi. Et quoi, s'il faut mourir, autant mourir au printemps. Mais n'est-il pas comique de commencer son journal peut-être 2 semaines avant sa mort ? Le beau malheur. Et en quoi 14 jours représentent-ils moins que 14 ans ou 14 siècles ? Auprès de l'éternité, dit-on, tout est vanité. J'en conviens. Mais dans ce cas, l'éternité elle-même n'est que vanité. Je m'adonne, dit-on, à la pensée abstraite. C'est mauvais signe. Aurais-je donc la frousse ? Essayons plutôt de raconter quelque chose. Dès le début, j'ai adoré, on y sent la raillerie des autres et de soi, mais aussi l'incompréhension et la solitude. C'est le portrait d'un personnage inadapté mais perspicace qui n'a pas les moyens de briller dans cette société à travers les codes. Et justement, à travers sa perspicacité, il rend très bien compte de ce que l'on ressent quand on perçoit les réelles pensées et intentions des gens derrière le masque. C'est un texte qui va insister sur ces moments où le personnage observe et comprend les autres derrière les civilités, sans pour autant lui-même parvenir à se positionner correctement. Il est souvent décalé, de trop. Plusieurs renards me fouillaient les entrailles. La jalousie, l'envie, le sentiment de ma nullité, une haine impuissante me déchirait. Et à tout cela se rajoute le ton beaucoup plus méchant du personnage vis-à-vis de lui-même, donc avec le recul, ou alors vis-à-vis des personnages de l'époque ou de ceux contemporains de l'écriture de son journal. Sa gouvernante notamment prend assez cher dès le début. Ô vieille chose débile, jaune, édentée, est-il possible que même pour toi je ne sois pas un homme ? Donc, comme on le voit tout de suite, derrière la satire, il y a vraiment des sentiments forts qui transparaissent. Il y a une profonde compréhension des autres et en même temps le désemparement de ne pas réussir à inscrire sa vie auprès d'eux. Je projette peut-être un peu, mais je trouve que c'est un livre qui traduit très bien cette conscience que l'on a de sa propre solitude et du fait que l'on s'impose toujours à un être ou à un groupe qui, au fond, n'a pas besoin de nous et ne désire pas forcément notre présence. Et sachant cela, comment prendre sa place dans les rapports humains. Donc c'est un livre qui est drôle, mais qui est aussi difficile à lire parce qu'il donne à voir la fêlure qui résulte du fait d'être de trop. C'est une lecture qui s'apprécie par le ton et par les émotions qui transparaissent, beaucoup plus que par l'histoire qu'elle raconte. Une fois qu'on sait ça, je pense qu'on a ce qu'il faut pour ne pas passer à côté du texte et en avoir des attentes qui ne seraient pas les bonnes. Demain, c'est le 1er avril. Mourrais-je donc demain ? Il y aurait là quelque chose d'indécent. Mais cela me va bien après tout, ce que le docteur a pu bafouiller aujourd'hui. L'homme de trop, c'est d'ailleurs un type de la littérature russe que l'on retrouve dans plusieurs œuvres et qui a été défini petit à petit, et Serge Rollet le désigne comme l'oisif qui ne sait pas quoi faire, celui qui ne sait quel sens donner à sa vie. Il ne vous aura pas échappé que ce type, l'homme de trop, et le personnage narrateur de ce livre rappelle fortement celui des Nuits Blanches, dans ses caractéristiques. Mais si je puis me permettre, je trouve qu'ici, c'en est une version réussie. Et entre les deux, je vous conseille largement de lire Le Journal d'un homme de trop. Après, pour être tout à fait transparente, je pense que c'est un livre qui ne plaira pas à tout le monde, et je pense qu'il m'a parlé particulièrement parce qu'il touche à mes sentiments d'une manière assez troublante. Il y a une franchise amère mêlée à des espoirs déçus. Donc si comme moi vous êtes tiraillé entre empathie et misanthropie, je pense que ce livre pourrait vous plaire.
Et j'en arrive à la grande annonce, celle qui va changer votre vie. J'aimerais faire une FAQ pour les 10 000 abonnés, donc n'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire, comme ça je vais les récupérer. Vous pouvez évidemment en poser plusieurs si vous êtes très curieux. Elles peuvent être d'ordre littéraire ou sur le projet de la chaîne, voilà. Sentez-vous libre. L'idée c'est de pouvoir aussi papoter dans un cadre un peu plus libre que celui des vidéos habituelles. Et les 10 000 abonnés, ça me semblait quand même une bonne occasion. Ne vous attendez pas à ce que la FAQ sorte tout de suite parce que on n'est pas encore à 10 000 abonnés. Tout ça pour dire que vous pouvez toujours me poser vos questions sous cette vidéo mais aussi sous les prochaines. Je compte sur vous pour faire vivre cette FAQ, c'est votre moment et j'espère que cette idée vous plaît. On se retrouve bientôt, à la prochaine!